Cadence Zéro, parce que ralentir est critique. Cadence Zéro est un balado produit et réalisé par Frédéric Maheu et Nadia Serayoko. Aujourd'hui, pour cet épisode 3, nous vous parlons de collage. Or, pourquoi parlons-nous de collage aujourd'hui? Vous avez peut-être fait des herbiers en étant jeune. Peut-être que vous faites du cut-up digital ou numérique, comme on dit en bon français. Peut-être que vous êtes un adepte de cet art environnemental, de l'art botanique qui nous fait réfléchir à l'environnement. Peut-être faites-vous des coupures médiatiques pour avoir une pensée politique plus adaptée à ce monde fragmenté. Peut-être allez-vous chez Homer de Serres, n'est-ce pas, trouver tout ce qu'il vous faut pour scrapbooker, comme on dit. Peut-être êtes-vous dans les méthodologies avancées de recherche-création qui vous permettent, en récupérant des fragments de réel, de penser plus loin votre pratique artistique. C'est un peu de tout cela qu'on va vous parler aujourd'hui. L'herbier en moins, parce qu'on est moins des fans des herbiers, disons-le. En fait, à moins qu'on considère notre jardin dans la cour comme un herbier, un collage, un assemblage rhizomatique de plein de formes de vie dont nous avons perdu le contrôle. C'est un assemblage qui a sa propre agentivité, puis on la lui laisse vraiment de façon très, très, je dirais, délibérée. On veut pas s'en mêler. Exactement, parce que quand on s'en mêle littéralement dans un mot, on vient tout pris dans les vignes. Le verbe emmêlé, voilà. Hey Fred, tu voulais justement nous parler d'un livre sur le collage que tu as consulté quand on a commencé à parler de ça, parce qu'on fait du collage tous les deux depuis plus d'une dizaine d'années, je dirais, peut-être même plus une quinzaine d'années. Moi, depuis 5 ou 6 ans, puis on pratique ça ensemble. Puis tous les deux, on communique souvent ensemble quand on fait du collage sur pourquoi faire du collage, qu'est-ce que ça nous apporte, pourquoi est-ce qu'on continue à avoir cette pratique-là. Fait que parle-moi de ce livre-là de Catherine Hoffman et Kim Levin là, sur le collage. Oui, en fait, c'est un livre sur lequel je suis tombé en faisant des recherches autour du collage comme méthodologie, au-delà de juste le collage comme forme d'expression du 20e siècle, qui est quand même important parce que tout ça est entremêlé avec une manière de faire, puis une manière d'interfacer avec la réalité qui est vraiment spécifique. C'est vraiment, et ce livre-là, déjà dans la préface de Kim Levin, elle le dit d'entrée de jeu, c'est la première phrase, le collage est le dispositif universel du 20e siècle. Et par dispositif, là, je le traduis, elle parle vraiment d'un outil, elle parle vraiment d'une manière d'appréhender non seulement l'histoire de l'art, mais vraiment comment être dans une réalité qui est de plus en plus fragmentée, de plus en plus étrange, de plus en plus en mutation. Et c'est drôle parce que j'ajouterais à ça, je suis en train de lire présentement du Trop de réalité d'Annie Lebrun, le collage justement comme œuvre qui inclut des fragments de réel, on dirait est faite pour témoigner de ce trop de réalité-là, quelque part. Absolument. D'ailleurs, elle rajoute un peu plus loin que, je la cite encore, le concept du collage absorbe les idées de la même façon que cette technique fusionne des images, objets et matériaux sauvages, assimilant tout sur son passage. Et on va en parler un peu plus loin, mais le collage permet de prendre des éléments qui sont étrangers l'un à l'autre, qui ne font pas partie de la même réalité, et de les fusionner ensemble, de les agencer ensemble, pour créer des nouvelles manières, des nouveaux rapports au monde. Et c'est vraiment ça que je trouve intéressant. Et c'est justement pour ça que quand on regarde le collage au 20e siècle, et même jusqu'à aujourd'hui, dans sa forme accélérée avec l'IA, on voit qu'il y a du collage chez les féministes, chez les marxistes, chez les déconstructivistes, chez n'importe quel mouvement radical de pensée. On retrouve du collage, que ce soit au niveau visuel ou littéraire. Et pensons d'ailleurs, tu me fais penser à Collage féministe, ce groupe de filles féministes qui, un peu partout dans la ville, au cours des dernières années, a fait des collages, c'est-à-dire qu'ils collaient des messages, en collaient des papiers pour faire des messages. C'est-à-dire que c'est encore un outil puissant. C'est un outil qui témoigne de la réalité puis qui réinterprète aussi la réalité. Parce qu'on est vraiment, comme tu sais, justement, on en avait parlé dans l'épisode 2 du détournement. Le collage, c'est une forme d'expression qui, dans son essence, est une pratique de détournement, et un détournement qui permet de prendre l'érotique et le rendre mécanique, de rendre le mécanique érotique, de rendre l'abstrait critique et le critique abstrait. Donc, ça permet vraiment de traverser plusieurs dimensions. C'est probablement pas anodin le fait que souvent, les collages qu'on voit dans l'art actuel, comme je dis, sont faits à partir soit d'éléments de la biologie, de l'anatomie ou encore même de guides médicaux, etc. Parce qu'il y a toujours cette idée-là du réel qui devient fantastique un peu dans le collage et qui prend une autre forme. Exactement. Puis là, vraiment, on est dans Cuspid, qui est Donald Cuspid, qui est un des
un des auteurs qui a collaboré à cet ouvrage-là parle vraiment d'une ontologie collagiste. Cette ontologie-là, pour lui, c'est vraiment que le processus du multiple qui devient un, du un qui est jamais pleinement résolu en raison de tous les multiples qui exercent une influence sur lui, mais qui fait en sorte... Donc, on est vraiment dans cette idée du devenir, du becoming de Deleuze. Il y a aussi, Fred, une notion que quand on en parlait, avant que tu m'apportes certains de ces ouvrages-là, je parlais déjà de l'idée de la poésie, parce que souvent, il y a un processus de collage, d'assemblage, je dirais, de figures de style, etc., quand on fait de la poésie. Et Couspit disait, c'est la poésie du devenir, justement, le collage. Hein? C'est la poésie de la relativité. Et c'est bien de cela qu'il s'agit dans le collage, le caractère provisoire de toute unité de l'être en raison de la persistance du devenir, même lorsque l'entité semble absolument accomplie. C'est vraiment cette potentialité-là qui se révèle dans le collage. Et là, c'est 89, on est avant Barade. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que cette idée-là, dans l'assemblage, était là dès finalement au 20e siècle, quand on était dans les processus postmodernes, là, dont on a beaucoup parlé, de la postmodernité en art, etc. L'art, encore une fois, qui est annonciatrice de la science. De la science, des découvertes scientifiques. Et encore une fois, pourquoi parler du collage? Parce qu'il y a toutes ces idées-là qu'on voit, par exemple, chez Hoffmann, de la désintégration, de la fragmentation et de l'intégration qui sont super importants comme concept pour le médium du collage. C'est le premier texte, après évidemment la préface du livre que Catherine Hoffmann a évidemment édité. Mais ce texte-là est vraiment un tour d'horizon historique de comment le collage a traversé les cubistes, les futuristes, Dada, etc. Il faut dire que quand on parle de cubisme, les gens se rappelleront, parce que quand on visitait récemment des musées, puis on en discutait ensemble, il y avait le cubisme analytique, qui est cette façon-là, quand on voit une petite grille dans la façon d'exposer la réalité. Et ensuite, il y a eu le cubisme synthétique, où il y a eu pas seulement que du collage, parce qu'après ça, il y a eu toute une autre phase en peinture, mais il y a eu dans le cubisme synthétique une phase où il y avait du collage, c'est-à-dire où on intégrait, par exemple, des papiers de journaux, etc. Et c'est drôle parce que c'est toujours, quand on est dans ces découvertes-là, c'est toujours Georges Braque et Picasso, les deux comparses qui se retrouvent. On a toujours cette idée de Picasso qui raconte, quand on parle du cubisme, avoir visité l'atelier de Georges Braque, puis s'être fortement inspiré de ça. Bien là encore, c'est la même chose. Les deux sont ensemble et tout d'un coup, comprennent qu'il y a quelque chose à faire avec des objets tirés de la réalité. Et on a même parfois, Frédéric, prétendu que Braque et Picasso étaient inventeurs du collage, alors que même eux, quand on les a interviewés par la suite, c'est comme pardon, là, on s'est inspiré, tout comme le cubisme est inspiré des expositions d'art international au début du 20e siècle, l'art africain qui arrivait justement à Paris. On allait au Salon d'art international, puis on voyait ça. Bien, c'est loin, justement, le collage de se limiter aux beaux-arts. Ça fait partie, comme on dit, de diverses pratiques culturelles et artisanales. Et quand on demande, justement, à Picasso et Braque, avez-vous inventé le collage? Ben Picasso, il dit non, le collage était partout autour de nous. Partout où on allait voir des expositions, où on regardait justement des œuvres qui nous venaient d'Afrique, les gens avaient récupéré des fragments de matériaux, avaient intégré à leur œuvre des matériaux, même à leur sculpture, des matériaux qui n'étaient pas destinés, qui ont été détournés littéralement pour produire ces œuvres-là. Et l'industrialisation, dit-on, chez Claire Le Thomas, accentue encore plus ce phénomène-là, puisque les ouvriers assemblent des pièces qu'ils n'ont pas créées eux-mêmes. C'est un signe, je dirais, de la modernité, d'assembler des pièces qui viennent de partout dans le monde. Mais c'est en fait un peu comme Duchamp l'avait fait, Braque et Picasso, en intégrant le collage dans une pratique d'art pictural, dans la tradition occidentale, a permis une contamination. Ben oui. C'est vraiment ça qu'ils ont permis. Puis cette contamination-là a amené l'émergence d'une forme de collage de plus en plus radicale par la suite. Mais ça prend ce premier pas-là. Et pour eux qui étaient des peintres souvent accomplis, réputés pour ça, le collage était comme une autre forme d'expression. C'était quelque chose de transitoire. Et on dit que c'était plutôt l'idée d'inclure des morceaux du réel plutôt que de reproduire. D'ailleurs, je vais juste revenir sur l'industrialisation. Ça me fait penser au film d'Aaron Farocki, Inextinguishable Fire, dont le feu qui ne peut être éteint, où on a un ouvrier d'usine qui travaille dans une usine d'aspirateurs, qui vole des pièces pour faire un aspirateur pour lui à la maison, mais finalement, toutes les fois
complet de l'aspirateur, ça fait une mitraillette. c'est cette idée aussi que l'ouvrier qui a seulement, on est le poste, le Fordiste, oui. L'ouvrier qui a seulement accès à une partie de la chaîne de production n'a jamais accès à la réalité de ce qu'il produit réellement et des incidences que ça a sur le réel. Donc, c'est comme un collage industriel inversé, d'une certaine façon. C'est très intéressant parce que ça nous rappelle aussi justement les écrits du futurisme sur qu'est-ce qui est le monde dans lequel on s'en allait à ce moment-là. Et on voit encore aujourd'hui, regarde, présentement, la crise avec les États-Unis, avec les États-Unis, les tarifs avec la Chine, etc. Bien, on est face à la même chose. Chaque élément, chaque objet qu'on achète ici est souvent un assemblage de pièces qui viennent d'ailleurs. Et ça veut dire que chaque personne a produit, par exemple, il y a des gens qui produisent des puces électroniques, etc., et qui n'ont aucune idée dans quel contexte ça va être utilisé. Est-ce que ce sera pour un drone ou un téléphone, un drone meurtrier ou un appareil de jeu? Toute cette chose, tout ça est encore encastré, je dirais, dans le sujet. Si on veut vraiment aller dans le bio-horrifique, on n'ira pas vers l'agroalimentaire parce que... Oh mon Dieu, parce que oui, on retrouverait ça encore. Voilà. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, au début justement du 20e siècle, en 1912, quelqu'un que j'ai beaucoup lu et que j'apprécie beaucoup, Guillaume Apollinaire, qu'on connaît pour sa poésie, sous le fameux enregistrement sur cylindre de cire de Sous le pont Mirabeau, avait aussi écrit sur les cubistes, donc dans une œuvre où il voulait justement, sur les peintres cubistes, il s'intéressait à l'idée de méditation dans l'art, etc. Puis il dit, cet art-là, s'il progresse, il parle de ce que Rohan Gris faisait comme collage, s'il progresse dans la direction qu'il a prise, pourrait aboutir non à l'abstraction scientifique, mais à l'arrangement esthétique qui, en définitive, peut être considéré comme le but le plus élevé de l'art scientifique. Ce qui nous ramène à la recherche-création quand on parle d'art scientifique. Absolument. Et ça, j'ai trouvé ça fort intéressant parce que Apollinaire, lui, ne voyait pas le collage comme quelque chose de final. Il le voyait comme une étape au transitoire, puis il espérait que les peintres reviennent à la peinture. Mais on a vu qu'au cours du siècle, au contraire, il y a des gens qui ne se sont spécialisés pratiquement que dans le collage, justement, sont devenus des collagistes, littéralement. Puis on voit, en fait, à mon avis, Kurt Schwitters est vraiment l'artiste, membre de Dada, qui a vraiment poussé ce collage-là, l'idée du collage, en fait, de l'agencement d'objets disparates à son extrême limite avec sa maison, en fait, qu'il avait transformée, qu'il avait appelée le Mersbo, ou la cathédrale de la misère érotique. Et avant de continuer, Mersbo, Mersbar, je me permets juste le OW. Vas-y. C'est évidemment l'origine du célèbre musicien bruitiste japonais Masami Akita. Moi, je me permets une petite pause musicale. Oui. Avec, ensuite, j'aimerais te parler de Kurt Schwitters et tout ce que vous avez en commun sur le commerce de la publicité, etc. Tout à fait. On revient, puis on vient d'entendre Mersbar et tout ça, le lien, c'est avec justement Kurt Schwitters, parce que Kurt Schwitters était quelqu'un qui touchait justement au domaine publicitaire, etc. C'est pour ça qu'il a trouvé qu'il est arrivé avec des concepts fort intéressants. Puis il dit ici, à propos justement de Cathédrale de la misère érotique, « Ainsi, j'ai commencé à construire des images à partir de matériaux que j'avais sous la main, tels que des billets de tramway, des tickets de vestiaire, des morceaux de bois, de ficelles métalliques, des roues tordues, du papier de soie, des boîtes de conserve, des éclats de verre, etc. » Alors là, ces éléments-là sont insérés dans l'image qu'on voit, telle qu'elle, ou bien modifiés. Toi, par exemple, tu les brûles un peu. Tu brûles, c'est toujours ta façon de procéder, souvent, de brûler un peu ce que tu as déchiré. En fait, c'est surtout que je déteste les formes qui sont trop carrées. Et ça, et aussi parce que je suis très, très maladroit. Donc, avec les ciseaux, je suis pas si mal avec un X-Acto, mais avec les ciseaux, c'est très difficile pour moi d'avoir l'angle parfait. Alors, brûler les contours permet d'avoir quelque chose d'un peu plus,
je dirais, flexible, plus fluide. Je trouve que ça fait en sorte que l'assemblage d'images est plus organique, en fait. Et c'est un peu, par ailleurs, ironique que quelqu'un, justement, qui venait d'un milieu plus commercial, comme Kurt Schwitter, s'intéressait à ce format-là d'expression. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai mis la petite citation de Mike O'Doherty, qui est dans son livre sur le cube blanc. Sa critique du cube blanc, de l'espace de galerie, justement, le blanc pur, qui permet de séparer la réalité de l'espace d'exposition. Courte citation, mais collage is a noisy business. Oui. Donc, le collage, le bruit, mais business aussi. Oui. Et pour Kurt Schwitter, c'est quand même assez intéressant. Ça fait partie de sa double entreprise. Exactement. Si on veut. Et ce qui est intéressant aussi, encore là, dans cet ouvrage-là, c'est qu'on parle que ce que le matériau signifiait avant son utilisation dans l'œuvre importe peu, tant qu'il est correctement évalué puis doté d'une signification artistique au sein de l'œuvre. Mm-hmm. Les éléments sont donc insérés dans l'image telle qu'elle ou bien modifiés selon les besoins de l'œuvre. C'est ce qu'on discutait un peu plus tôt. Tout à fait. Puis, justement, revenir sur l'aspect business, mais c'est ça, il y avait vraiment l'idée que Schwitter vendait ses collages 20 marques et gagnait vraiment sa vie, en fait, avec sa carrière académique et ses portraits, pas sa carrière académique, ses portraits académiques. Donc, il établissait vraiment une distinction entre l'art commercial et l'art qu'il faisait dans sa pratique, dans son rapport au monde. On est dans quelque chose qui est complètement invendable, qui n'est pas récupérable à des fins commerciales, parce que, littéralement, c'est un espace dans lequel il faut vivre. Donc, on est vraiment dans un rapport au réel qui se distingue de celui des moyens qu'il faut prendre pour survivre. Et quand on parle de son art académique pour le commerce, on parle justement de ce savoir-faire-là qu'il avait, justement, de créer des portraits, etc. Et il y a cet autre art-là qu'il pratiquait qui était issu... Et là, c'est aussi, là, on est dans un paradigme assez intéressant. C'était un œuvre qui était issue des rebuts, si on veut, du commerce. Donc, c'est vivre par le commerce et en même temps exploiter le commerce dans l'art pour rendre compte, encore là, du déchet, de tout ce qui est produit par cette économie-là qui nous entraîne là, dans son sillon. Eh bien, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend à ce moment-là comment le collage, il y a encore un lien avec ce qu'on parlait quand on parlait du détritus, du déchet, parce que le collage réutilise des objets qui n'ont peut-être plus de finalité, un peu comme quand on parle de circuit bending ou ces choses-là. Ce sont donc des formes d'art qui se basent sur la surproduction qu'il y a actuellement là, en Occident, qu'on délègue ensuite, on le dira, dans les pays en émergence pour leur faire traiter nos déchets, ce qui n'est pas toujours du plus chic, disons, donc comme assemblage social. Totalement. Puis on parlait au début de comment le collage a traversé toutes les formes de pensée radicales. C'est également le cas quand on parle de post-humanisme. Oui. Et toutes les idées, finalement, transhumanisme, post-humanisme, la frontière est très, très claire entre les deux, mais elle n'est peut-être pas nécessairement quand on a commencé à penser au plus qu'humain. On retrouve d'ailleurs déjà dans les collages de Dada, par exemple l'autoportrait du Datazov de Raoul Haussmann en 1920, cette idée du cyborg. Et l'historien de l'art, Matthew Biro, en parlant du collage et Dada, le mentionne, l'autoportrait de Haussmann, qui donne l'impression que le cyborg prête attention à des sens internes tels que la thermoception, la nociception, la perception de la douleur, l'équilibre, la proprioception. Il nous rappelle à quel point la métaphore de l'être humain en tant que machine a affiné nos modes de conscience de soi. On est avant le cybernétique ici. Ouais. Et déjà, on a cette conscience-là de l'industrialisation, de l'effet de la machine qui nous contamine. On est bien avant les Crocker, on est bien avant... Oui, on est bien avant Marie-Louise et Arthur Crocker. Puis on est vraiment avant cette idée-là de la machinisation, si on veut, du corps, puis de sa marchandisation aussi, si on veut élargir. Et comme c'est du collage, on parle du média, comment les médias contaminent notre rapport au monde, comment que ça change notre psychologie et autres. Bon, c'est exactement ça qui est traité dans cette œuvre-là ici. Là. Parce que c'est le média, les journaux, la littérature, en fait, les illustrations dans les livres, les journaux et autres, qui sont mutés en un humain qui est différent ici. Et je nous ai proposé aussi de réfléchir à ce que le surréalisme a fait aussi au collage. Parce que là, on a parlé de Dada, qui a utilisé le cubisme aussi. Mais dans le surréalisme, il y a eu un usage aussi du collage qui était parfois différent. Pensons à une œuvre extrêmement connue et quand on la voit, c'est encore plus évident, là, je dirais, pour l'avoir croisé dans un musée. Max Ernst, 2 enfants menacés par un rossignol. Alors, 2 children are threatened by a night gale. C'est Max Ernst qui a fait cette œuvre-là en 1924.
imagine-toi donc. Et qu'est-ce que c'est? C'est une huile sur bois, mais la clôture qui protégeait la résidence est ouverte et empiète sur le cadre. Il y a aussi une petite poignée dans le coin. Donc, il y a plusieurs éléments. La petite maison aussi est faite en morceaux de bois, là, recyclés. Et tout ça, donc, nous amène ailleurs. Et il y a une phrase écrite dans le titre, « Les deux enfants qui sont menacés par un rossignol » est écrite telle quelle en français dans le bas du cadre. C'est très, je dirais, actuel comme forme d'expression et ça faisait partie justement de cette interprétation-là du collage par les surréalistes. Et Max Ernst, comme Haussmann, a beaucoup de collages où on a des humains à qui on a greffé, des formes humaines à qui on a greffé des tentacules, des formes animales, mais aussi des machines. Donc, il y a une continuité aussi chez les surréalistes dans ce projet-là. Et surréaliste, on est obligé de parler d'une autre forme de collage qui est celui du cadavre exquis. Oui. Où ce que vraiment, on a des artistes qui délèguent leur subjectivité au hasard et à une continuité humaine où l'œuvre, finalement, est un assemblage, un collage, si on veut, de différents inconscients, finalement. Je voulais aussi mentionner, pour ceux qui ne l'auraient pas consulté, c'est en ligne, c'est facilement téléchargeable, les calligrammes, les poèmes de la paix et de la guerre, écrits entre 1913 et 1916 de Guillaume Apollinaire, publiés en 1918. On se rappellera que c'était des poèmes, justement, dont la forme rappelle, finalement, la matière, si on veut, le sujet du poème, puis qui peuvent aussi parfois créer des contresens. Vous vous amuserez à essayer de les lire. C'est à haute voix. Vous allez voir que ça peut être assez complexe selon comment votre esprit fonctionne et comment vous cheminez à travers la page. C'est ce qui est fort intéressant. Et ça permet d'ouvrir finalement sur l'autre forme de collage, qui est celui de la poésie, de la littérature. Donc vraiment, on est dans le collage plus littéraire. Et je pense que c'est un point important aussi qu'on n'a pas mentionné encore, c'est que le collage est accessible à tous. Et à toutes. Bien sûr. On l'a mentionné en parlant du hobby du collage au début. C'est vrai, c'est vrai, sauf que si on le prend vraiment au-delà du hobby, mais vraiment dans la pratique artistique, cette volonté-là de créer qui est propre à chacun et chacune. Moi, par exemple, je ne sais pas dessiner pour sauver ma vie. J'ai aucune capacité d'illustration ou de peinture ou quoi que ce soit. Mais le collage est devenu ma forme d'expression visuelle et en fait une manière de réfléchir, d'accéder à mon inconscient par rapport à mes autres pratiques en art, c'est plus le montage, la création de jeux vidéo et autres. Le collage me permet d'accéder à des rapports au réel différents qui influencent et nourrissent mes autres formes de création. Donc, c'est accessible à tous et toutes. Oui, est-ce que pour ma part, comme j'ai une pratique en dessin aussi, puis que je suis capable de faire du dessin réaliste, là, du portrait, etc., d'assez bonne façon. Pour moi, le collage, ça a été comme une entrée un petit peu plus difficile. Au début, c'était juste des éléments que je mettais à travers une image que j'avais dessinée ou autre. Et aussi, parfois, même, je dirais, des objets, carrément, quand j'étudiais en art visuel. Et dernièrement, je me suis aperçue que ma vision du collage avait changé parce que les éléments que je découpe et que j'utilise souvent sont utilisés comme des éléments d'un lexique visuel. Tu as remarqué que j'utilise beaucoup les montres, les mains, des yeux, etc. Et souvent, c'est pour parler. C'est comme si ces éléments-là devenaient des éléments qu'on peut interpréter en les disant, en les nommant. Et j'ai commencé aussi à faire un petit peu de poésie dada, c'est-à-dire découper des mots puis les ajouter pour mettre des couches de sens supplémentaires. C'est ça l'idée de... Parce qu'en plus, c'était une salve. D'ailleurs, ce texte-là, pour faire un poème dadaïste, Tristan Tzara, c'est une salve contre les arts et le monde littéraire. Donc, je vais me permettre de le lire. Une idée de démocratisation de l'art. Exactement. Prenez un journal, prenez des ciseaux, choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème, découpez l'article, découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-le dans un sac, agitez doucement, sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre dans l'ordre où elles ont quitté le sac, copiez consciencieusement, le poème vous ressemblera, et vous voilà un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vulgaire. C'est vraiment... Mais ce qui est intéressant, c'est cette idée du hasard. Que, bon, c'est pas le premier, il y a Duchamp aussi qui travaillait avec le hasard, mais c'est cette idée que chaque personne vient avec sa contingence, avec son hasard. Notre hasard nous ressemble. Mais le hasard, c'est pas palpable, c'est intimement lié au concept de bruit. Mais il y a là, pour moi, vraiment
la voie d'accès vers se laisser guider par la sérendipité. Oui, et c'est pas pour rien hein, que ces espèces de petits ensembles de mots, tu sais, que les gens mettent en aimant, là, aimanté, qu'on met sur le frigo, sont si populaires parce que tout d'un coup, hein, pendant quelques minutes, quand les gens manipulent ça, ils ont l'impression d'être des poètes. Et je pense qu'on aurait intérêt à faire plus ce genre d'exercice-là, de laisser, hein, pas laisser ChatGPT écrire pour vous, laisser un hasard encore, je dirais, moins filtré, faire l'écriture à votre place avec un pool, disons, de mots hein, qui peuvent devenir qui sont en devenir, si on veut, en devenir finalement de poèmes. Fait que je pense que ça pourrait être fort intéressant. Si tu me donnes on devrait se donner des idées pour nos cours. Et là, on arrive, tandis qu'on découpait nos petits mots, Fred, on arrive dans une autre réalité, celle, justement, du cut-up. Parce que là, on a les ciseaux dans les mains, nous deux. Là, le cut-up, là, on est dans... encore une fois, Sarah Apollinaire sème la graine de quelque chose qui devient de plus radical, mais vraiment une vision radicale du langage humain, où ce qu'on remet en question. Et Clémentine Houg, dans son livre qui a étudié en profondeur le cut-up de William S. Burroughs et d'autres auteurs, mais principalement Burroughs, le mentionne, le cut-up procède de cette déconstruction des antagonismes qui régissent l'écriture. Ils rompt toute possibilité d'authentifier une origine, une voix originaire ou une intention préexistante au texte. Pour elle, vraiment, il y a la théorie de Derrida par rapport au langage, par rapport à la littérature. C'est la forme appliquée de la pensée de Derrida, ce que William S. Burroughs faisait. Et on est dans un projet chez Burroughs de libérer le langage. Parce que pour Burroughs, le langage est une forme de contrôle. Tout à fait. Il y a un système de pouvoir qui utilise le langage, qui nous contrôle, qui nous programme par là. Et le cut-up permet de se libérer de ce contrôle-là en insérant des virus pour contaminer le langage et libérer la pensée. Et ce qu'elle mentionne également, c'est que cette pratique-là de cut-up libératrice, on peut penser à The Ticket That Exploded de Burroughs, entre autres, ce qu'elle mentionne, c'est son itérabilité nécessaire et constitutive qui induit cette équivocité permanente de l'écriture et de tout langage. Donc, on sort finalement d'une hiérarchie du langage qui nous contrôle pour se sortir la tête, libérer finalement le langage. Puis maintenant, il y a plein de formes d'expression, d'expérimentation. Pas maintenant, depuis des décennies, oui, tout à fait, depuis toujours, mais qui a pris un virage vraiment radical. Un virage radical qui a dépassé le monde littéraire parce que Burroughs, comme plusieurs historiens de la musique et de l'art, je pense à Alexander Reed avec son livre Assimilate sur l'histoire de la musique industrielle, le mentionne, le cut-up burroughsien, c'est vraiment au cœur de la pratique de la musique industrielle. Nicolas Ballet, dans son livre Shock Factory, qui étudie qui vient d'ailleurs d'être été publié en français, qui vient d'être édité en anglais. Tout à fait. Exact. Dans son livre, étudie l'esthétique visuelle liée à ces mondes-là et parle de comment le cut-up burroughsien a été vraiment une influence importante. Donc, le rapport électronique entre fiction et réalité confirme ainsi les affinités entre l'univers de Burroughs et de nombreux groupes industriels, qu'il s'agit ici d'étudier au regard de productions centrées sur la thématique du contrôle biotechnique des cerveaux. Les notions de désinformation, de guerre psychique et de virus permettent aux artistes industriels de poursuivre à nouveau frais le projet de Burroughs. Et je vais me permettre de mettre un court extrait du film Decoder, réalisé par Moucha, un film dans lequel on retrouve Christiane F., la célèbre Christiane F., mais aussi FM Einheit, qui était dans le groupe Erstosande Neubauten, que je prononce probablement très mal en ce moment. Je l'ai jamais appris par cœur. Qui est un film, en fait, un peu science-fiction, un peu cyberpunk. D'ailleurs, William S. Burroughs et Genesis P-Orridge de Truman Gristle et Psychic TV ont des caméos dans ce film-là, où on n'est pas dans la littérature, on est dans la musique, où, dans le fond, FM Einheit joue un espèce de nouveau terroriste qui fait des remixes, des cut-ups de Muzak, cette musique industrielle, mais pas industrielle radicale, cette musique industrielle d'ascenseurs et de centres d'achat, pour finalement créer une révolution dans une chaîne de restauration rapide. Ça ressemble à du Vaporwave, ce que tu me décris littéralement, genre des éléments quasiment du capitalisme, puis tout ça qu'on récupère à d'autres fins pour les détourner. D'une certaine façon, mais le Vaporwave se veut ironique, cynique. Alors que là, on était militant. Exactement. Le Vaporwave, c'est l'abandon. Alors que là, on est vraiment dans la résistance. C'est très actuel. Alors, je mets un court extrait. Word, falling. Photo, falling. Breakthrough,
in gray room. He is gone away through invisible morning, leaving a million tape recordings of his voice behind, fading into the cold spring air, posed a colorless question. On vient ici, on continue avec la question de la culture industrielle qu'on est ici illustré par le Survival Research Laboratories. Quelque chose qu'on aime beaucoup, Fred, toi et moi, ça c'est l'œuvre de Windmill, qui veut quoi en fait comme œuvre pour ramener ça? C'est une de leurs performances robotisées, c'est ce Survival Research Laboratories qu'on a déjà mentionné dans le dernier épisode, Mark Pauline. Là on est vraiment dans de l'assemblage bric-à-brac. J'en avais même parlé à Radio-Canada, on allait jusque-là à l'époque. C'est vrai, mais j'adore le titre de cette performance-là qui est en continuité avec ce qu'on mentionne depuis tantôt. Survival Research Laboratories initiates a plan for social improvement based on achieving complete freedom from the restraints of civilization. Donc, commence à franchir complètement des contraintes de la société. Et par ailleurs, Ballet dit dans son texte que ce système-là vise à tester la réception du spectateur face à l'horreur visuelle et sonore à partir de protocoles issus de la psychiatrie expérimentale et d'expériences scientifiques militaires. Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a toujours cette esthétique-là dans la culture industrielle, bien là, vous commencez à en avoir un petit peu une explication. On est vraiment dans de la vraie recherche-création. C'est vrai que pour la culture industrielle, il y avait une volonté de choquer, tout le shock factory du livre de Ballet. Mais c'est quoi la recherche-création sinon de prendre une approche scientifique par rapport à l'art ou vice-versa. De poser une question puis de tenter d'y répondre par l'expérience artistique. Puis là, on le prend par rapport à, on peut penser justement à la psychiatrie expérimentale qui était très populaire dans ces années-là. On se rappellera d'MK Ultra et tout ce qui est militaire. Donc, également, recycler des instruments de musique pour en transformer, ou recycler des armes en instruments de musique. Également, les ondes sonores qui peuvent créer des dommages au cerveau et autres. Mais c'est là le lien pour moi avec le collage, c'est que l'emploi de ce choc, comme il le mentionne, s'effectue par le recyclage de nombreux documents d'archives, sources cliniques, images de guerre, etc., qui transforment le plasticien en enquêteur, en chirurgien de l'image. Et je trouve cette formule délicieuse. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de ça dans plusieurs collages qu'on voit, même dans ta démarche de collage, puis dans beaucoup d'artistes collagistes qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire l'idée, d'abord, de faire des assemblages transgressifs, puis d'arriver à quelque chose qui remet en question ce qu'on sait d'un sujet, finalement, à partir justement de sources scientifiques. Puis d'ailleurs, Julius, ici, dans une citation de 2002, disant que l'art transgressif qui brise les tabous bouleverse les choses, créant de fausses catégories distinctes à partir d'ensembles divisés, rapprochant ou conjuguant des entités ou objets distincts et étrangers, puis imaginant des formes d'existence impossibles, mêlant tout ce qui devrait rester distinct, séparé, à part. Fait que ça, quand on parlait de bruit tout à l'heure, là, c'est très bruitiste et c'est drôle parce que pour ceux qui s'intéressent, c'est un collage de Fred qu'on a mis ici à côté parce que c'est très bruitiste, ton collage. Hein? Mais oui, il y a quelque chose du bruit, mais aussi quelque chose qui est dans le bruit. Bon, on revient encore dans l'idée que le bruit, c'est tout le temps un horizon de compréhension, d'intelligibilité. Je pense qu'il y a certains moments, il y a également des clés de lecture qu'on peut prendre le temps, finalement, de se perdre dans ce maelstrom-là. Mais ce qu'Anthony Julius mentionne ici, c'est vraiment que le désordre créatif, ce bruit-là, oblige à affronter le fait que, comme humain, on cherche tout le temps à créer de l'ordre partout. On en parle souvent comment le quantique va peut-être nous libérer de la binarité. Peut-être nous libérer du 1-0-0-1. Essayer de polariser tout le temps les choses pour que ça soit facilement compréhensible. Le collage est un choc par l'hybridation de ces binarités-là. Parce qu'il y a plusieurs réalités aussi qui cohabitent dans les mêmes images, puis dans leur mise finalement en relation avec d'autres images. Et quand on voit comment tout ça s'ancre dans la culture industrielle, l'idée justement du recyclage d'illustrations médicales là, puis militaires, dans l'héritage du détournement situationniste, on a parlé, si ça vous intéresse, dans un épisode précédent du situationnisme puis de son emploi des images tirées de la culture populaire puis même de la publicité, sert à créer des collages finalement traitant du contrôle mental. Ça, c'est Ayers et Ballet qui l'avançaient en 2021. Nigel Ayers, qui est également la personne derrière le projet Nocturnal Emissions. En fait, il y a un bouquin, Electronic Resistance,
qui rassemble plusieurs collages de Nigel Ayers. Mais Ballet, qui est vraiment un excellent historien de l'art, fait également plein de comparaisons entre les collages de Dada et comment ces collages-là ont influé, ont alimenté finalement des formes de collage plus contemporaines. Par exemple, il compare Ostraneni 1913 de Steven Stapleton, la personne derrière Nurse with Wound, avec le Tatlin Leptu Hause, je le prononce encore mal, de Raoul Osman de 1920. Donc 63 ans de différence entre les deux, mais on voit la même structure mécanique. On voit la parenté, l'idée. Exactement. De l'humain, mais moins carré chez Stapleton, plus fluide, plus de mutations. On est davantage dans quelque chose de grotesque où la chair, finalement, mute vers quelque chose. Est-ce que c'est afin de s'adapter à un monde de plus en plus hostile à l'humain? On le sait dans les derniers films de Cronenberg, Crime of the Future, notamment la digestion du plastique crée des formes de mutants qui sont plus adaptés au monde, un monde pollué et hostile. On a déjà ça dans l'imaginaire de ces Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la scène de toute la musique noise, brutiste, est une scène où beaucoup des artistes ont eu une pratique de collage. Ça me surprend toujours chaque fois qu'on voit des grands événements, c'est que plusieurs personnes présentent aussi leur collage, dont toi, là, mais tu n'es pas le seul. Il y a vraiment, je pense à Christian Olson aussi qui pratique le collage, James Light qu'on a rencontré, qui est Meatpacker, etc. Tous ces gens-là ont une pratique de collage. Pete Jennings aussi de Pain Appendix, qui a une excellente pratique de collage. D'ailleurs, petite pause, on peut mettre un peu de Nurse with Wounds, l'album dont Ostraneni 1913 a servi finalement cette image-là a servi d'illustration pour l'album. Pour la pochette. Donc, on revient à ce qui nous préoccupait, c'est-à-dire que l'idée du collage comme méthodologie, que ce soit en recherche-création, ou ça peut même servir aussi, par exemple, pour exprimer, on l'a vécu dans nos séminaires au doctorat, pour exprimer les résultats d'une recherche, pour mobiliser des fois des connaissances de façon plus sensible, pour faire ressortir des connaissances, je dirais, d'une autre façon. Le collage force une réflexion non linéaire, puis génère de l'étrangeté dans la donnée collectée. Si la donnée, ce sont des images sur des maladies, etc., en les assemblant différemment, on commence à parler à travers l'image. Ça permet une ouverture puis une spontanéité, et c'est intimement lié aux philosophies post-humanistes. Puis ça ouvre des accès à des réseaux désordonnés, mais qui sont riches en nouveautés. Puis c'est intrinsèquement lié au concept de rencontre et de croisement. C'est de Rick, dans un article publié en 2024, l'année passée, qui traite du collage comme méthodologie. Et c'est en fait un résumé de ces points, des points importants qu'on a récolté en lisant cet article-là. Mais elle a une citation de Picasso qui, je trouvais vraiment, vraiment, vraiment pertinente. L'objet déplacé
qu'on déplace, Oui, qu'on inclut qu'on dans le sort de collage, sa réalité pour le mettre ailleurs. est entré dans un univers pour lequel il n'avait pas été conçu et où il conserve dans une certaine mesure son étrangeté. Et c'est précisément cette étrangeté que nous voulions amener les gens à considérer quand nous étions bien conscients que le monde devenait très étrange et pas exactement rassurant. Oh, ouais, ça, c'est il y a 100 ans, hein, t'imagines? Puis cette idée-là était là et c'est pas pour rien qu'elle continue de se perpétuer dans les œuvres qu'on voit. Et on arrive maintenant avec des formes encore plus hybrides. Et c'est là comment ça tisse sur le début du 20e siècle, ce que, par exemple, propose Amy Ireland avec la zénopoésie, parce qu'on est vraiment, là, justement, dans une forme très hybridée, là, si on veut, quand on est avec la xénopoésie. Amy Ireland, on est vraiment avec urbanomique, on est post-Nickland, accélérationniste et autres. Et Amy Ireland, elle a à la fois un projet xénoféministe et un projet de xénopoésie. Et c'est dans un article qu'elle a publié sur Urbanomique, le Poémonémon, voilà, pas facile à prononcer, où on a déjà les premières traces de cette idée de xénopoésie, un projet que Kenji Shiratori développe, Andrew Siwinos aussi développe dans son travail, où on voit que l'humain disparaît dans la littérature. Donc on n'est plus juste dans un collage où ce que manuellement on découpe les mots puis on les recolle, on le fait grâce à des algorithmes, on le fait grâce à des logiciels. Fait qu'on est rendu dans ce qu'on appelle cette perspective-là au-delà de l'humain, là, dans Exactement. la création poétique, qui, à quelque part, dans une certaine littérature, dans le nouveau roman, il y avait comme déjà, je dirais, des germes un peu de cette idée-là, d'une écriture qui n'est pas centrée sur l'humain, qui sort un peu de ce cercle-là. Et même qui n'est presque plus produit par l'humain. Là. On est vraiment dans cet assemblage... je dirais latourien, mais accéléré, où on ne fait pas juste travailler avec le hasard. C'est un hasard poussé aux limites de la computation, finalement. C'est donc l'utilisation, on dit ici, l'utilisation croissante d'algorithmes pour générer des textes fonctionne comme une forme d'auto-excision visant à minimiser l'intentionnalité de l'auteur humain, ouvrant ainsi sur un abîme de potentialités formelles jusqu'alors inaccessibles, notamment en termes d'extravagance permutationnelle, de complexité et d'évolution, ainsi que sur la capacité à produire rapidement et sans effort des quantités inédites de matière textuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste l'auteur qui disparaît, c'est le lecteur aussi, à qui s'adressent ces textes-là. Elle cite une entrevue avec un groupe qui s'appelle Troll Thread, qui justement avait pour projet de repousser un peu les limites de la poésie. Mais ce qu'elle mentionne, c'est vraiment, puis là, justement, plus inquiétant encore, la diminution de l'auteur humain plonge le lecteur dans une problématique d'échelle. Le lecteur même n'est pas capable de traiter la quantité d'informations de ces textes-là. La longueur même et la complexité déconcertante des œuvres combinatoires, tout comme la répétition fastidieuse de textes copiés et transcrits, deux modes de mise en œuvre d'une violence non narrative qui problématise la chronologie à la mémoire, les rendent soit impossibles, soit totalement déplaisantes à consommer de manière ordinaire. Et ça, ce que je trouve particulier, c'est que quand même, on se fonde encore sur une création humaine très, très chargée, c'est-à-dire le langage, les mots. À partir du moment où toutes nos intelligences artificielles sont nourries de notre langage, on peut faire toutes sortes de choses en IA générative, mais on arrive vraiment, je dirais, il y a toujours cette idée-là, que le langage est comme la forme suprême de l'expression. Et ça, c'est... il y a une hiérarchisation des expressions. Si vous ne maîtrisez pas le langage, et pourtant, il y a bien des ordinateurs qui ne sont pas spécialisés en langage et qui pensent beaucoup plus vite que le cerveau humain. Fait que tout ça, c'est à remettre en question aussi. C'est ce qui nous amène finalement à quelle est la place du collage à l'ère de l'IA générative, exactement. Qui est un sujet qui m'obsède depuis bientôt 2 ans. Je pense que ça a commencé, en fait, pendant la pandémie 2020-2021. On était à 5 ans là-dessus, quand tu m'as aidé à faire le robot conversationnel pour ma thèse. Puis quand les premiers modèles génératifs comme Disco Diffusion sont sortis, qui permettaient, en fait, contrairement aux autres comme DALL-E, où il y avait des limites, il y avait des règles à utiliser, on était dans quelque chose qu'on pouvait... qui était open source et qui n'avait pas de restrictions.
Et ces plateformes-là qui étaient très, très hostiles à l'utilisateur. Ben oui, Il y parce avait que pas quand on dit d'interface. pas de restriction, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Vous pouvez représenter Mark Zuckerberg qui se lutte en lutteur sumo avec Elon Musk, comme je l'ai fait à ce moment-là, mais essayez pas ça dans DALL-E ou dans ChatGPT ou dans Grok parce que vous utilisez l'image d'une personne connue, donc les filtres vont faire que ça va éliminer votre requête. Puis je me permets parce qu'on parlait du langage, justement. McCormack, dans Choreomata, Ouais. qui est, à mon avis, un des meilleurs livres publiés récemment à propos de l'art et de l'intelligence artificielle, mentionne entre autres, deux enjeux de l'IA générative. Premièrement, c'est le langage. Ben oui. Comme il mentionne, il suffit de regarder l'histoire de l'art pour constater que cela soit exprimé de manière linguistique, un résultat voulu en art est parfois impossible. Fait que déjà, on a une première limite de... On peut pas juste demander ce qu'on veut, mais le problème, c'est à quoi on demande ce qu'on veut. On le demande à des modèles. Oui, exactement. Et les modèles, puis moi-même, on le voit sur les plateformes qui permettent de télécharger des modèles pour Stable Diffusion, entre autres, sont entraînés sur l'information, en fait, qui, comme McCormack le mentionne, renforce les normes statistiques et les biais de leur ensemble d'entraînement à travers des interprétations populaires, qui sont souvent des représentations féminines. Alors, j'ai mis un exemple là, d'un de mes projets de tarot où j'ai à aucun moment demandé une représentation de femme, mais statistiquement, ça va toujours... L'interprétation tombe dans ça et ça tombe dans ce modèle-là particulièrement de femmes. J'ai fait des tests, ceux qui iront voir mon compte Instagram, parfois je demandais de représenter un groupe de personnes avec une femme. Quand je dis ou avec des femmes, souvent on met une femme seulement au milieu. Tous les hommes autour. C'est comme une belle danse, un 7 carré québécois. Toi, hein, on retourne à nos valeurs. Mais ce que je trouvais particulier, c'est que c'est toujours cette objectification-là, hein, la centralisation de l'intérêt qui est sur la femme et sur la forme de son corps. Si on demandait, représente une femme normale, ou etc., elle aurait probablement encore un corps très similaire à celui-là, ce qui n'est pas, à moins que je ne m'abuse, pas tout à fait représentatif d'une femme humaine normale. Et c'est ça, McCormack, puis justement, il le nomme de cette façon-là, par un renforcement, parce qu'on renforce des images qui sont désirées par le web. Et là, maintenant, il y a des agents qui ne sont même pas humains qui demandent la génération d'images. Oui, c'est ça. On est rendu là, ouais. Par ce renforcement, une forme de colonisation culturelle s'opère, les biais se normalisent, et les interprétations moins populaires deviennent plus difficiles à exprimer linguistiquement, donc plus marginalisées. Finalement, elles peuvent être oubliées ou perdues. Oui, excuse-moi, finis ta phrase. En fait, c'est parce qu'on a là une inversion du processus du collage. C'est-à-dire, quand on fait du collage, nous, c'est parce qu'on travaille de manière analogique avec du matériau trouvé. Des matériaux papier, carton, etc. C'est ça. Donc, il y a une sérendipité. Il faut qu'on fasse les sous-sols d'église, les villages des valeurs. On trouve les livres, on travaille avec ce qu'on trouve. À partir de là, on fait un agencement. Donc, on accède à une partie du savoir humain dans laquelle on pige des éléments pour générer évidemment des collages. Là, on a des modèles qui sont entraînés sur le savoir humain universel qu'on a mis en ligne. Et par le prompt, par la demande, la requête, on obtient une partie de ça, une fusion de ça, une forme de collage nouveau à partir de ce savoir universel-là qui génère une image qui est inusitée techniquement, mais qui est en fait un agencement de ce qui existait déjà. Qui est des fois, je dirais même, le plus petit des dominateurs communs de ce que les humains voudraient voir comme image. Et quand on ajoute à ça, Fred, la question des filtres, c'est-à-dire tout ce qui ne peut pas être exprimé dans une IA générative commerciale parce qu'on a peur que ce soit des propos discriminatoires, que ce soit des propos incorrects, etc., on se retrouve avec une limitation même du langage. Quand je joue beaucoup, tu le sais, avec j'ai des versions justement là, plus comme... payante de ChatGPT, de Grok, et je m'aperçois qu'il y a toujours des limites. On dit la liberté, on dit que Grok avait une grande liberté d'expression. Grok, quand même, s'adapte. Hein, c'est un service. Un service, c'est quoi? C'est répondre aux besoins du client. Et ChatGPT est semblable. On voit de plus en plus de cas où est-ce que non seulement on n'aide pas la personne à penser plus loin, mais on se centre tellement sur son besoin qu'on reproduit l'espèce de bulle de filtre qu'il y avait sur Facebook, etc. Donc, ces gens-là se trouvent cantonnés, ceux qui échangent souvent avec les IA génératives, à des représentations puis à des formes langagières qu'on pense qui leur plaisent et qui ne forcent pas, je dirais, les portes de la bienséance et on n'ouvre pas les fenêtres trop de la créativité. Donc, des structures très similaires, souvent, et des formes langagières
univers qui vont devenir, je le pressens en ce moment, limitatives en termes d'imaginaire de ce qu'on est capable de faire avec ce code-là de notre communication qui est la langue. Oui, mais en même temps, je vois aussi ce que l'IA générative peut faire en génération d'images, mais aussi en termes de vidéo, en termes de 3D. C'est un pharmacon. Ça peut être, c'est un médicament qui peut tuer, ou guérir. Ou guérir. Ou un poison qui peut guérir. Et ce qui est intéressant, je trouve, avec l'IA générative, c'est qu'avec le collage, on est quand même limité à l'assemblage. On ne peut pas changer nécessairement. Il y a des techniques là, avec des acides et tout. La texture même, ou ce qu'il y a à l'intérieur, alors que l'IA générative permet vraiment une contamination de différents éléments à même la texture de l'image qui est générée. Je me permets de mettre l'exemple de collage que tu as utilisé pour entraîner un modèle. Mon modèle. Et on voit le résultat ensuite de ce qui est entraîné. Ce que je trouve intéressant, c'est comment, dans un cas, on est vraiment dans la superposition, la juxtaposition. Ouais. Les limites matérielles de ton art, si on veut. Alors que dans l'autre cas, c'est repris par le modèle que j'ai entraîné à partir de mes collages. Mais on voit vraiment que c'est à même la surface. Oui. Donc, on est davantage dans cette... le terme exact, c'est vraiment cette espèce de transfert de style. Il y a une fusion, un enchevêtrement qui s'opère parce que le style transferring, le transfert de style, c'est ce que ça fait le mieux. Mais qui, à mon avis, est riche. Et là, ce que tu apportes aussi, c'est quelque chose que je commence à voir beaucoup dans les cercles là, des gens, justement les conseillers pédagogiques, les gens qui s'intéressent aux utilisations de l'IA. C'est des gens qui disent, mais il faut enseigner un peu plus à avoir des IA locales, c'est-à-dire des modèles locaux, des logiciels, si on veut, là, qu'on peut entraîner, qu'on peut mettre sur nos ordinateurs en locaux ou sur des serveurs locaux. Parce comme que Stable là, Diffusion. Voilà, parce que là, à ce moment-là, on peut faire ce que tu as fait. Si on va dans ChatGPT et on essaie ça, il va censurer toutes les images de sexe féminin, masculin, etc., de fesses, tout ce que tu as dans tes collages, et il ne voudra pas comme utiliser ces images, il va les considérer violentes d'ailleurs. Or, on voit que entre le modèle que les gens utilisent souvent en pensant qu'ils sont dans le nec plus ultra de l'intelligence artificielle, alors qu'ils sont dans un modèle commercial extrêmement filtré et extrêmement balisé, qui les mène là où le modèle veut les mener. C'est pas toujours où ils veulent aller. Et ces modèles-là qu'on peut utiliser en local, il y a vraiment une grande différence. Et dès qu'on travaille en local également, on a accès aux brèches, on a accès au potentiel d'erreurs qui sont, on l'a vu avec le collage, on le voit avec l'histoire de l'art, c'est ces erreurs-là qui sont riches, qui permettent d'ouvrir des nouvelles portes dans l'esprit humain. Bien, le glitch ne peut pas arriver dans un environnement contrôlé. Je veux dire, on l'empêche. Quand il y a un glitch, on te dit on n'a pas pu le faire, on ne te le montrera pas. C'est une erreur, c'est une chose ratée finalement. Donc, je crois fondamentalement que, parce qu'on le voit là, dans le monde de l'art, là, la résistance à l'IA générative. Ouais. Surtout je dirais dans le monde de l'illustration, qui pour moi, l'illustration l'art ne se résume pas à la peinture et à l'illustration. Il y a aussi tout le démarchage de manipulation technique. Et l'idée, c'est quand on travaille en local, on ne travaille pas avec... C'est quoi qu'il y a aussi un mérite à détourner des outils commerciaux comme Midjourney et autres. Oui. Mais quand on travaille en local et qu'on appréhende ça vraiment avec la même philosophie que l'art du glitch ou avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en collage, il y a vraiment là un potentiel extrêmement riche à explorer. Oui, et c'est là qu'on apprend à mieux comprendre ces outils-là aussi. Tu voulais terminer sur la question de la vaporisation, qui est un concept qui nous aide à mieux appréhender ce monde-là en transformation. Bien, c'est un concept qui vient des éditeurs, finalement, du livre Choreomata que je mentionnais, Pollux et Alonso Trio, où ils parlent, en fait, à mesure que les systèmes techniques accélèrent, à mesure également qu'il y a des agents non humains qui opèrent pour nous, on le voit, là, on peut donner des tâches à ChatGPT pour nous remplacer. L'humain s'est disparu. On peut penser au Dead Internet Theory, entre autres, au Zombie Internet. On peut penser, on a parlé la dernier épisode justement de ces médias sociaux qui existent par eux-mêmes. On y est presque rendu avec Facebook. Facebook s'auto-génère. Donc, il parle finalement qu'à force de s'identifier comme personne à des micro-communautés toujours de plus en plus petites, il y a une vaporisation, une évaporation finalement de l'identité humaine dans ces réseaux-là. Donc, je conclurai là-dessus parce que c'est peut-être une ouverture pour le prochain épisode. C'est une ouverture pour autre chose qu'on va faire, Donc, justement, par rapport à cette évaporation-là, Pollux et Alonso Trio
parle de cette subjectivisation en réseau. On parlait justement de la délégation de la subjectivité dans la pratique du collage, dans le cadavre exquis. Mais en réseau, accélère le principe d'évaporation en mettant fortement l'accent sur l'intégration d'agentivité non anthropomorphique. Donc, le sujet, l'humain, se défocalise en un assemblage ambigu où on ne sait plus où l'humain et où la machine commence. Et ce processus-là fait juste s'accélérer et même est sur le bord de s'emporter quand on regarde les réactions en ligne. Fait qu'en fait, on se dit que tout se connecte à tout. Là. Les ordres de grandeur ou de séparation perdent leur intensité. Ça ressemble beaucoup au collage encore comme affaire. Puis c'est Karen Barad qui disait « Le monde, donc, se génère en temps réel, puis la réalité est un verbe actif. » Fait que le principe de réalité, c'est quelque chose qui induit justement une activité. Fait qu'il y a quelque chose quand même de fort intéressant là-dedans qui nous rappelle les réseaux sociaux, mais aussi leur contamination grandissante par... Je dirais toutes sortes de fonctionnalités d'IA. J'ai testé, tu l'as vu, par exemple, chez TikTok, dans les stories, on peut activer, on peut finalement actionner, si on veut, une image, en faire une animation d'une image qui n'était pas du tout animée au départ, et c'est très convaincant. Fait qu'on voit qu'on se retrouve toujours dans un monde où tout peut basculer dans le fantastique, littéralement, comme les principes de science-fiction qu'on voyait en littérature, c'est fou. Mais comme je par rapport à reprendre finalement les rebuts de la société industrielle avec le Merzbow, on se retrouve en ce moment que ces approches-là d'IA sont nées de la publicité qui a contaminé les réseaux sociaux humains. Donc, c'est un peu à nous de faire l'exercice de reprendre ces rebuts-là pour en faire quelque chose de transgressif et reprendre le contrôle avec un nouveau rapport au monde par un collage, cette fois en réseau, plutôt que papier. Tout à fait. Ben merci, Fred, parce que nous, on a justement une séance de collage prévue en fin de semaine, fait qu'il faut qu'on s'arrête ici. Puis, j'ai comme l'impression qu'on va continuer un peu dans cette idée de vaporisation-là, possiblement dans un autre épisode de Cadence Zéro. Fait qu'on vous remercie, puis on se dit à la prochaine. On ralentit ces critiques, alors attendez-vous pas à ce qu'on fasse un épisode de tous les 2 jours. Non. Voilà.